Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Nous irons à Madrid, en Espagne, où se déroule la COP25, la 25e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le ministre Joseph Seka Seka, qui conduit la délégation ivoirienne, multiplie les rencontres sur place avec des partenaires en vue de nouer des accords. Alépé, à 45 km d'Abidjan, abrite l'opération Grand Ménage de ce mois de décembre. Plusieurs quartiers ont été visités en vue de donner à Alépé un visage radieux, propre. L'équipe de la salubrité veut inculquer ainsi aux populations la culture de la salubrité et susciter chez elles un comportement éco-citoyen. Le 4e contingent ivoirien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a regagné Abidjan. Après 18 mois passés à Tombouctou, ce contingent avait pour mission la protection de la caserne militaire et l'escorte de personnalités. Rentrés au pays, les soldats ont été distingués. Regain de tension à Hong Kong, des militants pro-démocratie ont défilé aujourd'hui dans les rues pour marquer l'anniversaire de 6 mois de contestation et laisser une dernière chance aux autorités pour qu'elles répondent à leurs revendications. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Madrid, en Espagne, où se déroule la COP25, la 25e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, qui conduit la délégation ivoirienne, multiplie les rencontres avec des partenaires. Son objectif est affiché, nouer des accords, comme nous le rapporte notre envoyé spécial, Grace Kando. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable multiplie les audiences ici à la COP25 à Madrid en Espagne. Le professeur Joseph Seka Seka a reçu une ONG internationale dénommée Éco-Village. Elle fait la promotion des initiatives écologiques locales. On estime qu'il y a peut-être des villages qui pourraient avoir besoin de notre expertise, notre expérience. On a pu vraiment initier une discussion. Il y a eu beaucoup de questions très intéressantes. Et des expériences aussi qui sont menées sur place, des projets qui sont menés, qui sont très inspirants pour nous aussi. Le ministre Joseph Seka Seka a aussi échangé avec les responsables de Aotogo, un bureau de facilitation et de collaboration chargé de créer des opportunités d'affaires entre les pays et une structure française qui lutte contre les changements climatiques avec des méthodes biologiques par la plantation de bois de bambou. C'est une technologie qui est complètement en rupture par rapport aux technologies d'assainissement classiques. Le fait d'utiliser une plante, le bambou géant, pour pouvoir traiter des eaux usées, ça veut dire que derrière, on change complètement la vision des eaux usées. Les eaux usées sont un outil de production. Nous nous servons des eaux usées pour produire de la biomasse de bambou, ce qui fait que ça donne finalement une utilité, un rôle à l'assainissement. La mobilisation des ressources financières a été aussi évoquée au cours de ces différentes audiences. Nos interlocuteurs nous ont écoutés. Nous avons abordé surtout, je le répète, les questions de financement. Ils ont prêté une oreille attentive et nous pensons que dans les semaines à venir, des actes vont être posés dans le sens d'aider la Côte d'Ivoire à poursuivre son effort pour la maîtrise des aléas des changements climatiques. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays en développement, souhaite que les pays développés honorent leur engagement pris lors de la COP21 à Paris, qui consiste à mobiliser plus de 500 milliards de francs CFA chaque année afin de soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation de la lutte contre les changements climatiques. Vous vous demandez certainement quelle est l'importance de l'admission en bourse, notamment pour les entreprises. Quels sont les avantages et pour les structures intéressées, quelles sont les conditions? À toutes ces questions, bien évidemment, le ministère de l'Économie et des Finances tente de trouver des réponses. Il vient justement d'organiser à la Maison de l'Entreprise au Plateau une formation au profit de plusieurs entreprises du portefeuille de l'État. Les précisions de Jean-Jacques Wamé. La bourse est un lieu de financement pour les entreprises, les États et les collectivités, mais également un lieu de placement. Cependant, les entreprises du portefeuille de l'État ne profitent pas des opportunités et avantages liés à l'admission à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le portefeuille de l'État aujourd'hui compte exactement 81 entreprises, parmi lesquelles très peu sont présentes à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Or, l'État fait la promotion de cet instrument qui est un instrument sous-régional.
Peu de gouvernements africains ont utilisé le canal de la bourse pour réaliser leur privatisation en y associant les populations. Or, l'une des principales sources d'alimentation de la bourse, ce sont les privatisations des entreprises publiques. Ces opérations vont permettre aux 81 entreprises du portefeuille de l'État d'encourager l'actionnariat populaire, d'améliorer la gouvernance et de réduire le risque systématique. Pour les représentants du ministre de l'Économie et des Finances, l'État va continuer d'apporter son appui au marché financier. Le gouvernement ivoirien se tient aux côtés des acteurs du secteur financier pour une réforme en profondeur de ce secteur. Il ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner des initiatives innovantes comme celle qui nous réunit ce jour. Cette rencontre qui a duré une demi-journée a réuni les administrateurs et dirigeants des entreprises du portefeuille de l'État ainsi que plusieurs acteurs du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Toujours à Abidjan, la semaine africaine de vulgarisation de l'agriculture a refermé ses portes après 2 jours de travaux. Les experts du Conseil agricole ont planché sur la question du changement des pratiques agricoles. Le secteur privé est invité à jouer sa partition dans la fourniture des services et conseils agricoles. Les participants appellent à développer le potentiel des services de vulgarisation. Jean-Luc Bangbo. Un secteur privé beaucoup plus impliqué dans la fourniture de services et conseils agricoles à travers notamment l'appui au renforcement des capacités des petits producteurs. Secteur privé qui en retour tirerait profit des marchés des intrants ou de la rémunération de ces services. Un schéma que privilégient les experts du monde agricole réunis à la faveur de cette table ronde. Il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions revenir à l'industrialisation. Et donc, arriver à structurer nos marchés et pour que ces marchés-là soient vraiment menés par le secteur privé. Donc, il faudrait en fin de compte que cela soit dans l'agenda du secteur privé et que ce soit le secteur privé qui puisse arriver à piloter cela. Il est important de pouvoir renforcer les capacités des exploitants agricoles. Parce que le problème que nous avons constaté, c'est que les exploitants agricoles ne faisaient que faire des ventes de façon individuelle. Mais à ce niveau, il faut que ces personnes se mettent d'abord en groupe et qu'en groupe, ces personnes puissent faire leurs ventes. Au total, les experts plaident pour une synergie entre le secteur privé et les producteurs pour la valorisation des produits agricoles, une professionnalisation des services de conseil agricole et un accroissement des investissements dans le secteur rural. Ce week-end également s'est tenue la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail, OIT. Cette rencontre qui a réuni 500 participants de plusieurs pays africains a mis en avant la justice sociale et la prise en compte des acteurs du secteur informel. Les différentes résolutions enregistrées au cours de cette session d'Abidjan seront étudiées à la prochaine Assemblée générale de l'OIT à Genève en Suisse. Mamadou Kwasi. Le rideau est tombé sur la 14e réunion régionale africaine de l'OIT, une clôture qui met fin à la célébration du centenaire de cette organisation du système des Nations Unies. La rencontre d'Abidjan a permis d'arrêter plusieurs décisions importantes pour les travailleurs africains, mais aussi pour les employeurs et les gouvernants. Aujourd'hui, l'économie africaine est en grande partie dominée par le secteur informel. Des résolutions importantes viennent d'être prises par rapport à cette économie-là pour que l'économie informelle devienne formelle. Les Africains veulent bâtir un avenir du travail fondé sur la justice sociale, tout en mettant l'homme au centre des actions. Le ministre Pascal Kokou Abinan, président de cette 14e réunion régionale, soutient que les Africains veulent faire du travail décent et de l'emploi productif une réalité pour la jeunesse, tout en développant les compétences et les technologies. La déclaration d'Abidjan que nous venons d'adopter est une feuille de route et je pense que l'OIT, avec tous les participants, nous ferons tout pour mettre en œuvre cette feuille de route pour l'avenir du travail décent en Afrique. Le directeur général du BIT, Bureau international du travail, félicite les gouvernants, les employeurs et les travailleurs africains pour leur détermination à aboutir à un travail décent sur le continent. Et après l'investissement dans le travail, les emplois de demain, nous savons tous que l'Afrique, c'est surtout un continent jeune. Votre jeunesse a besoin d'opportunités de travail décent. Nous considérons qu'ici à Abidjan, avec cette déclaration, nous avons pris un pas important.
Ces résolutions issues de la 14e réunion régionale africaine seront soumises au 338e conseil d'administration du BIT qui se tiendra en mars 2020 à Genève, avant la conférence internationale du travail. Après Abidjan, les 500 délégués sont donnés rendez-vous dans 4 ans pour faire le bilan de ces décisions. Et en attendant ce rendez-vous de Genève, prenons la direction d'Alépé, à 45 km d'Abidjan, qui a accueilli l'opération Grand Ménage de ce mois de décembre. Plusieurs quartiers ont été touchés, vous allez le voir, par cette opération en vue de donner à la ville un visage radieux et propre. L'équipe de la salubrité veut inculquer aux populations la culture de la propreté, susciter chez elles un comportement éco-citoyen. Eugène Atoubi. De l'enthousiasme, de la bonne humeur et de l'ambiance. Autorités administratives, élus et des bonnes volontés sorties de tous les quartiers d'Alépé ont pris du plaisir à participer à la propreté de la ville. À la tête de cette opération ponctuelle dans le cadre du Grand Ménage, une forte équipe du ministère de la Salubrité et du Développement durable. Plusieurs endroits de la ville d'Alépé connus pour être réservoirs d'insalubrité ont été nettoyés et les caniveaux curés. Depuis une décennie, on a des difficultés pour ce qui est de comment collecter les ordures. Aujourd'hui, cette initiative est vraiment la bienvenue. Cela va nous permettre de sensibiliser la population, de parler à notre population pour au quotidien rendre la vie d'Alépé propre et saine. L'opération Grand Ménage à Alépé a bénéficié de la présence des étudiants membres de l'UNESI. Un élan de solidarité et marque de civisme de ce syndicat qui milite en milieu étudiantin en faveur d'un cadre de vie propre et sain. Ces étudiants n'ont pas réchigné à la tâche et nul doute que leur action dans la cité du Lépin va susciter une prise de conscience chez les populations. Nous sommes ici pour lancer un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, que ce soit dans le milieu étudiantin, que ce soit dans la vie active, dans la vie civile, à prendre à bras le corps la question de la salubrité. Voilà, cela y va de notre santé. La propreté n'a pas de couleur politique. La propreté n'a pas de couleur ethnique. Chacun doit se dire, moi à mon simple niveau, quel est le geste que je pose chaque premier samedi du mois et au-delà. Si nous prenons conscience que nous avons notre part de responsabilité, avec une synergie d'action, nous allons réussir. C'est avec ce seul tracteur Ben que les ordures de la ville d'Alépé sont enlevées. La mairie doit s'en contenter, vu ses moyens limités, pour faire face à la question de la salubrité à Alépé. Bon amalan. Le maire attend donc des populations un comportement éco-citoyen pour maintenir propre et sain leur cadre de vie. Et aussi, ils font du beau travail. Au chapitre Défense de ce 20, il s'agit du 4e contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Cette mission a regagné Abidjan après 18 mois passés à Tombouctou. Ce contingent avait pour travail la protection de la caserne militaire et l'escorte de personnalités. Rentrés dans leur pays, la Côte d'Ivoire, ces soldats ont été distingués. Abou Sanogo. Ils ont su faire preuve de tempérance quand cela était nécessaire, d'engagement quand cela leur était indispensable et de détermination quand cela leur a été exigé. Aujourd'hui, l'état-major général des armées les honore pour service rendu envers la nation et en reconnaissance de leur degré d'excellence dans leur domaine spécifique. 619 militaires de la première région militaire sont décorés pour la médaille de forces armées par le chef d'état-major général des armées, le général de division Lassina Doumbia, qui les a félicités pour la parfaite exécution des missions qui leur ont été assignées. La cérémonie de décoration à laquelle nous procédons dans l'ensemble de nos régions militaires vient pour marquer notre satisfaction. Vous témoignez que nous sommes sensibles à la bonne conduite qui a été la vôtre, mais surtout partager avec vous l'espérance d'une armée véritablement réconciliée avec elle-même, avec ses valeurs cardinales. C'est donc un encouragement à persévérer, à faire mieux. Ces officiers, sous-officiers, militaires du rang, sapeurs, aviateurs et canonniers ont témoigné leur gratitude à leur hiérarchie. Cette reconnaissance est une invitation à l'exemplarité, au travail bien fait et même plus à l'excellence. Pour cette année 2019, l'état-major général des armées a décidé de distinguer 1000 militaires répartis dans les 4 régions militaires pour leur décerner la médaille des forces armées.
Loin du terrain militaire, la région du Sud Comoé évalue son taux de couverture sanitaire, scolaire et bien d'autres domaines. Le bilan est satisfaisant selon le conseil régional qui veut maintenant passer à une autre vitesse pour le bien-être des populations. Le conseil envisage de mettre l'accent sur le social. Une stratégie sera mise en place pour ces actions de développement, comme nous l'explique Mamadou Kwasi. Dans la région du Sud Comoé, l'implication des populations dans la politique de développement local a permis à l'ensemble des villages de disposer d'importantes infrastructures socio-économiques. La couverture sanitaire et scolaire oscille entre 99 et 100%. C'est le cas pour l'électrification rurale et l'adduction en eau potable qui ont atteint aussi un taux de 100%. Des résultats qui ont valu à cette région le prix d'excellence 2018 au titre des collectivités territoriales. Le président du conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaole, et son équipe inscrivent désormais le social au cœur de la politique de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour aller à l'école, il faut payer quelque chose, même si c'est gratuit. Pour aller se faire soigner, il faut payer quelque chose. Le courant, ce n'est pas gratuit. À la fin du mois, il faut qu'ils payent l'eau, etc. Notre priorité se trouve là, à l'emploi des jeunes, des femmes et de la population en général. À la 4e session ordinaire du conseil régional, le docteur Eugène Akaole a informé la population et les autorités administratives que son institution bénéficie d'un appui de l'Union européenne. Nous devons terminer bientôt une usine pour le traitement et la conservation du poisson et des crevettes à Bassam, qui est presque terminée. Cette usine doit pouvoir être approvisionnée par du poisson et il faut des gens pour pêcher quelque part. Le préfet de la région du Sud Comoé, Ernest Boni, a félicité le conseil régional pour les nombreux efforts consentis dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous propose maintenant de nous arrêter sur cette date, hier samedi 7 décembre. Cela faisait 26 ans que la Côte d'Ivoire perdait son premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Pour commémorer cet anniversaire marquant la disparition donc du père de la nation ivoirienne, le RHDP a organisé des journées d'hommage à Yamoussoukro. Au programme, il y a eu un concert en souvenir du premier président ivoirien. Le reportage est signé Mama Traoré. Rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny dans la gaieté. C'est le sens du concert organisé par la direction exécutive du RHDP sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 décembre. Des milliers de jeunes issus des 4 coins du pays sont venus communer avec les artistes en vogue du moment. Cette bonne ambiance n'occulte pas toutefois l'image que garde ce public du père de la nation, même pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu. Depuis l'état Covid, je n'ai jamais arrivé à Yamoussoukro. C'est aujourd'hui seulement qu'il s'est arrivé ici. C'est mon président. Il avait mieux pour nous. Il avait pour nous aller à grand-père. Nous sommes là pour montrer à l'opinion internationale et nationale que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Que nous sommes fiers de cette paix-là. Et nous allons continuer dans ce sens parce que c'est ensemble, avec tous les fils et filles de ce pays, que nous pouvons avoir la paix dans cette Côte d'Ivoire. Ça me fait tellement plaisir que depuis matin, je suis pied pour venir rendre hommage à mon grand-papa Félix Houphouët-Boigny. Toute la nuit, les militants du RHDP ont chanté et dansé. Malgré la fatigue, la ferveur est restée la même jusqu'au lendemain matin où ils se sont déportés à la place Jean-Paul II, lieu de meeting de clôture de la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny. Il y avait aussi de la bonne ambiance à Serasso où je vous convie maintenant. Silue Cagnon, vice-président du Sénat, coordinateur du RHDP de la région du Poro, vient justement d'organiser une tournée dans cette localité pour échanger avec les populations. Il a appelé à la paix, à la cohésion sociale et au développement. Le reportage de Kwame Jean de Dieu. À l'appel du vice-président du Sénat, Silue Cagnon Augustin, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP, région du Poro, ils sont sortis nombreux, les militants et sympathisants du RHDP avec à leur tête les cadres du CAFING. Ces militants de base ont réservé un accueil des plus chaleureux aux messagers du président de la République.
dans la pure tradition Senfo, un peuple qui a les pieds enracinés dans la tradition et la tête dans la modernité. À la mairie de Sirasso, l'envoyé du président de la République a relevé les actions de développement entreprises et en cours de réalisation avant d'inviter le Tukafing à la réconciliation, à la paix et à la solidarité pour un nouvel élan et pour le développement de Sirasso. Nous avons été instruits par le Premier ministre, chef du gouvernement, de venir parler à nos populations et de faire l'état des lieux, présenter les réalisations du gouvernement aux populations. Vous savez, il est bon de réaliser, il est aussi bon d'exprimer ce qui a été fait, que chacun soit témoin. Vous avez vu les ouvrages, des engins, la voie qui est en train de se faire. Vous avez également vu presque les 90% des villages sont électrifiés. Augustin Cagnon a surtout exhorté les cadres à l'union pour mener le seul combat digne d'être mené afin d'insuffler une dynamique de développement au terroir commun. La paix précède même le développement. Et que tant que les cadres de cette cité ne sont pas unis, il sera difficile que la région se développe. Et nous avons interpellé tous les cadres, comme un seul homme, qui se mettent ensemble pour construire en tout cas cette belle cité où il fait bon vivre. Après Sirasso, Cagnon Augustin et sa délégation se rendront à Nafoun, à Dagba et Kondoroba, localités qui composent le Kafing. Le sport, facteur de cohésion sociale, est aussi d'actualité à Zokugbe. Cette localité vient d'abriter un tournoi de football. La rencontre sportive vise à raffermir les liens de fraternité et le vivre ensemble entre les populations, comme nous le dit Mamadou Kwasi. Les populations de Zokugbe, localité du Haut-Sassandra située dans le centre-ouest ivoirien, ont décidé de renforcer la cohésion entre elles, et ce à travers un tournoi de football. Un tournoi qui a regroupé les jeunes de plusieurs villages de ce département. La finale de ce tournoi a opposé le FC Zakogbe à FC Gbaye-Dile. Une finale remportée par le FC Gbaye-Dile sur un score de 2-0, à la grande joie des spectateurs. Aujourd'hui, pour ce tournoi, il faut dire que le football était un facteur de rapprochement. Je pense que autour du football, la paix va régner autour du football. La jeunesse va pouvoir se retrouver autour du football. C'est le département de Zoubé qui gagne en matière de développement. Le parrain de la cérémonie, Antoine Nizako, par ailleurs coordinateur des générations gagnantes dans le Haut-Sassandra, salue l'engouement des populations autour du football. Zoukougbe a eu des grands joueurs. Je veux parler de Guidier Léon, le papa de Aurier. Il y a aussi Aurier, il y a Christian. Ben, ceux-là aussi ont besoin d'une certaine continuité. C'est pour ça que Génération Gagnante est venue, pour essayer de remuer un peu cette jeunesse qui en a besoin. Au terme de ce tournoi, les différents participants sont repartis satisfaits d'avoir contribué au renforcement des vivre ensemble et de la cohésion sociale, des valeurs pour bâtir le développement de leur département. Dans l'actualité au niveau des médias, notez que Fraternité Matin célèbre ses 55 ans d'existence. Les festivités demain lundi. Mais après 55 ans, quel bilan enregistre le groupe Fraternité Matin? La question a été posée au directeur général du groupe Finance Conan. Il était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Si vous avez raté ce magazine, voyons cet extrait pour vous faire une idée. C'est 55 ans d'histoire, c'est 55 ans de la vie des Ivoiriens. Je dirais que le bilan est positif, puisque nous sommes toujours là, nous sommes toujours leaders, malgré la concurrence dont on a parlé dans l'élément tout à l'heure. À partir de 90, Fratmat a dû faire face à tous les journaux qui ont été créés, avaient pour concurrent Fraternité Matin. Nous avons pu tenir et aujourd'hui nous sommes toujours là. Je pense que le bilan est largement positif. Largement positif, mais à cette époque-là, on parlait de 100 000 exemplaires. Vous tiriez à 100 000. Aujourd'hui, vous êtes à quoi? 15 000, 20 000? Autour de là, oui. Mais c'est le paysage qui est comme ça. Nous vivons aujourd'hui, malheureusement, la crise du journal papier dans le monde entier. Il n'y a pas que nous. Il y a des journaux qui ont disparu même ailleurs. En France, aux États-Unis, des grands journaux très prestigieux ont disparu pour faire place à des journaux électroniques. C'est malheureusement la tendance que nous vivons. Ben, justement, le journal électronique, vous en avez à Fratmat? Oui, nous avons compris que nous devons évoluer vers le numérique parce que aujourd'hui c'est ça, il n'y a que ça. Donc nous avons commencé notre mutation, très lente, mais très sûre aussi. On y va tout doucement. Et en fait, ces 55 ans que nous célébrons, c'est un peu l'occasion pour nous de faire à la fois ce bilan-là et voir les perspectives. Il n'y a pas que le numérique, mais il y a aussi la diversification. Vous avez vu les machines qu'on a acquises. Parce qu'il faut savoir que Fraternité Matin, ce n'est pas qu'un journal. C'est tout un groupe de presse. C'est une imprimerie, on fait l'édition des livres, etc. Donc c'est tout cet ensemble-là que nous devons redéployer
et en tenant compte de tous les facteurs dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Tous les médias rapportent l'information depuis hier. Il fut meilleur ministre de l'économie et des finances en 2010, ancien directeur général du Trésor et ex-ministre des Affaires étrangères, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Charles Kofi Dibi s'est éteint. Il a été arraché à l'affection des siens hier samedi 7 décembre à Abidjan à l'âge de 62 ans. Retour sur la vie de ce grand commis de l'État avec Sidonie Davila. La nouvelle est tombée comme un coup peuré ce samedi au moment où la célébration du 26e anniversaire de la disparition du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, battait son plein à Yamoussoukro. Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a tiré sa révérence ce samedi 7 décembre. Grand serviteur de l'État et homme généreux, il a marqué de son empreinte la société ivoirienne tout entière. Sa mort a ému plus d'un. Avec la famille, tous partagent la même douleur. Un homme pour qui on a eu beaucoup d'appréciation, d'estime pour ses réalisations. Et c'est une perte pour le monde financier, pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a reçu un prix international et pour la qualité du travail qu'il a eu à réaliser, surtout la discrétion de l'homme, l'efficacité, et je pense que c'est aussi la marque des grands hommes. Étreint par l'émotion, je voulais rendre un grand hommage à notre aîné Charles Kofi Dibi, qui nous a inspirés dans le travail. Administrateur des services financiers de profession, devenu directeur général du Trésor, Charles Kofi Dibi fut d'abord délégué chargé de l'économie et des finances avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances de 2007 à 2012 sous différents régimes. Notre économie était en récession terrible au moment où le gouvernement s'installait. Nous avons fait en sorte que, au moment où nous atteignons la fin de l'année, les prévisions qui avaient été très pessimistes ont été renforcées par de l'optimisme. C'est ça. Depuis juin 2016, porté à la tête du CESEC, l'ancien ministre des Affaires étrangères n'a de cesse de répéter qu'il avait pour ambition de repositionner l'institution à lui confiée. Une institution pour laquelle il aura travaillé jusqu'à son dernier souffle. Porté à la tête de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires, AICESIS, depuis 2019, ces dernières apparitions ont été celles de Bucarest, en Roumanie, en octobre dernier, lors de l'Assemblée générale de cette fêtière dont il venait de prendre officiellement les rênes. Visiblement affaibli par la maladie au cours de cette activité, ces images avaient fait le tour de la toile. Quelques semaines plus tard, sur les réseaux sociaux, il est annoncé pour mort, une information aussitôt démentie par ses proches. Ce technocrate, auréolé de plusieurs distinctions de dimension internationale, Charles Kofi Dibi est considéré comme le meilleur ministre des Finances d'Afrique en 2010. C'est certainement ce qui lui a valu d'être nommé au comité de réflexion et de recommandation de la Banque mondiale et du FMI. Né à Bouaké le 7 septembre 1957, sa disparition ce samedi 7 décembre à l'âge de 62 ans a été un choc. Comme la mort des autres fait mal lorsqu'elle vous donne conscience de la vôtre, disait Frédéric Dard, un écrivain français. La Côte d'Ivoire paie ainsi un grand homme, et la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais Charles Kofi Dibi. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7, le tour du monde en 7 jours. C'est avec Ahmed Traoré et Sidonie Davila. Le président français Emmanuel Macron présidait la cérémonie d'hommage national aux 13 soldats français décédés au Mali après la collision entre 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre les djihadistes lundi dernier.
L'ambassadeur de l'Union européenne présent au Burkina Faso estime que la situation sécuritaire reste une préoccupation majeure. L'UE entend renforcer sa coopération sur cet aspect. Des unités d'élite des forces armées sont en formation et seront bientôt déployées dans certaines régions. La solidarité, l'unité et la cohésion sont des principes fondamentaux de leur alliance, ont rappelé mercredi les 29 membres de l'OTAN dans une déclaration commune à l'issue du 70e sommet de l'Alliance Atlantique à Londres. Le texte relève aussi les menaces que représentent les actions agressives de la Russie, comme le terrorisme sous toutes ses formes. Un bateau de migrants a fait naufrage jeudi au large de la Mauritanie. Il transportait environ 150 personnes. 58 corps ont été retrouvés pour le moment et 85 survivants ont pu être secourus. Selon les survivants, le bateau avait quitté la Gambie le 27 novembre et se dirigeait vers l'Espagne. En France, après le succès pour les syndicats du premier jour de grève, ces derniers ont décidé de poursuivre le mouvement social ce vendredi. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestations ont drainé 800 000 personnes. Ce samedi, durant le premier procès pour corruption d'anciens dirigeants, Saïd Bouteflika paraissait comme témoin. Interrogé sur l'octroi des finances de campagne de son frère, Saïd Bouteflika n'a pas voulu se prononcer. À Hong Kong, les manifestants espéraient ce dimanche une participation massive à un rassemblement censé offrir aux autorités une dernière chance de répondre à leurs revendications. Cette manifestation doit démentir l'affirmation des autorités selon laquelle la majorité silencieuse s'opposerait aux manifestants. Voilà, ainsi va le monde. Ce journal a été supervisé par Michel Digré. Merci à toute l'équipe de réalisation pilotée par RBK, à toute l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur RTI.